Et voilà, nous avons maintenant Xavier Poussard avec nous, le journaliste d'enquête, le rédacteur de La Lettre de Xavier Poussard, auteur, bien sûr, je n'ai pas besoin de le dire, de devenir Brigitte, Becoming Brigitte. Enquête de Xavier Poussard, investigation avec Candace Owen. Bonjour, mon cher Xavier, bienvenue dans cette matinale de Géopolitique Profonde. Ah, je ne vous entends pas. Allez, regardez, le micro est coupé. Micro coupé, oui. C'est parfait. Bonjour. Bonjour Nicolas, Bonjour. bonjour à tous les auditeurs de Géopolitique Profonde. Alors une petite précision sur la présentation. Ma lettre, hein, donc la lettre de Xavier Poussard qui s'appelle tout simplement comme ça, c'est le plus simple, Oui. donc sera enfin lancée la semaine prochaine. Donc elle est en cours de bouclage avec une relance de l'activité qui est toujours assez compliquée, ne serait-ce qu'au point de vue logistique, d'autant plus que nous sommes au format papier. Voilà. Donc la lettre de Xavier Poussard, premier numéro la semaine prochaine, daté du 15 septembre. Donc il est encore temps de vous abonner puisque nous finalisons le fichier. Voilà. Et puis bonjour Nicolas, donc pour une petite revue de presse ce matin, c'est ça? Petite revue d'actualité. J'aimerais bien qu'on fasse une petite revue de presse, déjà française, et puis après internationale peut-être en effet avec l'assassinat de Charlie Kirk, mais déjà peut-être sur le plan national, après le On bloque tout, le même jour, eh bien il y a eu cette passation des pouvoirs entre François Bayrou et Sébastien Lecornu. Donc Lecornu, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu du personnage, que vous nous parliez de sa politique, de sa chance, des chances qu'il peut avoir de rester et de faire passer un budget. Et puis qui est-il? C'est un homme, semble-t-il, fort affable, plein d'humilité, un masque et beaucoup de vide derrière aussi, je trouve. Je ne me rappelle plus qui disait, je crois que c'est De Villepin qui parlait du toutou de Macron. Pas terrible. Alors Sébastien Lecornu, bon, tout simplement, Sébastien Lecornu donc remplace François Bayrou à Matignon, qui est une solution qui était attendue, étant donné que Sébastien Lecornu devait déjà être Premier ministre la fois précédente, après le départ donc de Michel Barnier. Or, ce qui s'était passé, c'est que donc Sébastien Lecornu devait être nommé après le départ de Michel Barnier. Or, Cyril Hanouna était ce jour-là à l'Élysée, puisqu'il poursuit une liaison avec Tiffaine Ozière, qui entre-temps a été largement médiatisée. Or, Cyril Hanouna, en visite à l'Élysée, avait appris que Sébastien Lecornu devait être nommé Premier ministre. Et il avait rapporté l'information qui donc avait fuité dans les journaux du groupe Bolloré. Suite à quoi François Bayrou avait fait un caprice auprès d'Emmanuel Macron, s'était roulé en boule et avait obtenu Matignon, où il sera resté, il me semble, 9 mois. Donc en fait, on perd encore 9 mois pour retour à la case départ et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Sébastien Lecornu sera certainement contraint à la démission dans quelques semaines ou dans quelques mois. S'en suivra une nouvelle dissolution certainement au moment des municipales, dissolution au terme desquelles devrait arriver à Matignon normalement Jordan Bardella, des négociations et des tractations étant déjà en cours par l'intermédiaire donc de Thierry Solère, qui, comme Sébastien Lecornu, faisait partie avec Édouard Philippe et Bruno Le Maire de la bande de ceux qui avaient trahi Fillon, qu'on avait appelé la bande du Bellota, et qui ensuite avait avait été vraiment promu en Macronie, puisque Bruno Le Maire avait été ministre de l'économie, Édouard Philippe Premier ministre, et puis on voit l'ascension de Lecornu, de Sébastien Lecornu, qui vient vraiment de la vraie droite d'ailleurs, comme Darmanin et comme Bruno Retailleau. C'est-à-dire que Bruno Retailleau est le fils spirituel de Philippe de Villiers, Gérald Darmanin
et le fils spirituel de Christian Vannest. Oui. Aujourd'hui, on a une action de Lecornu qui vient de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on a appelé à un moment donné la droite hors les murs. Donc en vérité, si vous voulez, en tout cas en termes d'étiquette, le gouvernement Macron est déjà peuplé de gens qui sont officiellement très marqués à droite. Et finalement, vous rajoutez à ce moment-là, vous rajoutez Jordan Bardella à Matignon et vous nommez quelques ministres RN qui dérangent pas, c'est-à-dire sachant que l'Élysée garde son précaré puisqu'il y a le pouvoir du président de la République dans la Ve République qui est notamment qui est très très large. Donc en fait le gouvernement gouverne, donc on peut très bien faire gouverner par effectivement un gouvernement qui puisse être qualifié à un moment donné d'extrême droite, alors que les grosses, mais qui est complètement impuissant puisque le pouvoir est concentré et à l'Élysée et à une autre échelle à Bruxelles. Donc voilà, donc c'est vers ça qu'on va. Sébastien Lecornu étant effectivement, alors en plus j'étais étonné en regardant la télévision parce que je pensais que c'était off et en fait les responsables du RN l'assumaient assez tranquillement, notamment Monsieur Jacobelli qui expliquait que avec Monsieur Lecornu, on avait d'excellentes relations au sein de la commission défense de l'Assemblée nationale. Donc voilà pourquoi Monsieur Lecornu a été nommé, puisqu'il il ne serait pas censuré immédiatement, effectivement, par le Rassemblement national. Alors c'est très peu rappelé sur les plateaux de télévision, mais c'est très assumé dans la presse. Il se trouve que Monsieur Lecornu est un chouchou de Brigitte. C'est-à-dire que c'est encore un personnage qui a beaucoup de points communs avec Emmanuel Macron, dans ce sens qu'il incarne vraiment le et en même temps. C'est-à-dire ces espèces de personnalité un peu souple qui peut incarner une sorte de patriotisme républicain qui plaît à la gauche. Il est en même temps très proche de Benalla. Il a ce côté militaire qui peut plaire effectivement à la droite. Enfin, c'est cette personnalité un peu liquide comme ça. Un peu à la façon d'Emmanuel Macron, vraiment une incarnation du et en même temps, et qui, pour cette raison, effectivement, plaît beaucoup à Brigitte. En tout cas, il est présenté comme le chouchou de Brigitte, ce qui devrait quand même interroger sur la promotion de ces personnages, de savoir comment sont nommés les ministres, hein, comment est gouvernée la France. Tout ça, j'ai écrit un livre dessus, dont les conclusions sont jamais contestées. Et que j'invite les auditeurs à lire et à prendre connaissance de ce travail-là, donc qui s'appelle Devenir Brigitte, et pour mesurer dans quelle situation est effectivement la France. Donc on a ce gouvernement qui est en fait un pansement sur une jambe de bois, avec un agenda d'un pouvoir qui, pour se maintenir, est obligé d'aller dans une fuite en avant vers la guerre, hein, puisque c'est aussi ça Sébastien Lecornu. Il était tout simplement ministre des Armées. On avait rebaptisé le ministère de la Défense le ministère des Armées. Hein, ça veut dire que tout ça est un agenda au long cours. Et d'ailleurs, toute cette actualité de cette fin de semaine peut être qualifiée de fuite en avant à tous les niveaux, que ce soit au niveau national. Donc Sébastien Lecornu est effectivement une fuite en avant du pouvoir macroniste, comme l'actualité au Proche-Orient avec effectivement l'attaque d'Israël au Qatar, et puis effectivement aux États-Unis l'assassinat de Charlie Kirk. L'actualité au Proche-Orient et l'assassinat de Charlie Kirk étant peut-être lié, en tout cas c'est la question que se posent beaucoup de commentateurs aux États-Unis. Ah, ça sera très intéressant d'en parler. Xavier, est-ce que vous pouvez, c'est la technique que m'annonce il serait souhaitable que vous augmentiez un petit peu le son de votre micro, si c'est possible. Un peu plus élevé, si c'est possible, pas trop non plus. Il se trouve que je suis au maximum. Bon, c'est déjà bien alors. On va faire avec. L'important,
était que je vous le communique. Alors là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Eh bien, écoute, moi, ça m'allait déjà au début. C'est vraiment une demande de la technique, mais on fait au mieux. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, Xavier. Oui, c'est mieux, me dit-on. C'est bon. Bon. Voilà. On reprend? On peut reprendre. Voilà. Donc oui, il y a ces interrogations en effet sur l'international et le lien éventuel entre l'assassinat. Qu'est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez sur la situation de la France? Oui, bon, tout a été dit par ailleurs. On voit bien que c'est la phrase c'est le guépard que tout change pour que rien ne change. Le Ouais. Cornu devait déjà être nommé il y a 9 mois, ça s'était pas fait suite à un caprice de François Bayrou. Ouais. Il ne pourra pas gouverner très longtemps et des tractations sont déjà en cours pour une arrivée de Jordan Bardella à Matignon. De toute façon, Emmanuel Macron avait déjà confié à Van der Leyen et l'information avait fuité dans Bild lors de la précédente dissolution qui verrait d'un bon œil l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Et puis la situation de la France est suffisamment dégradée pour que à un moment on puisse se dire bon bah laissons le bébé au Rassemblement national pendant quelques temps et laissons-les, comme dirait Audiard, endosser le massacre. Donc en fait, c'est vers ça qu'on va. Voilà, c'est simplement comme ça qu'il faut le voir, avec une fuite en avant qui est la fuite en avant guerrière avec un agenda de Troisième Guerre mondiale, puisque quand toute l'économie est effondrée, que toutes les contradictions internes au système sont exacerbées, eh bien, le seul moyen de s'en sortir, c'est effectivement la guerre. Tout ça n'étant d'ailleurs pas caché, puisque les européistes nous disent bien qu'ils recherchent le moment hamiltonien, c'est-à-dire la crise de la dette. C'est-à-dire comment les États-Unis ont fait leur unité, c'est-à-dire sur la crise de la dette, donc ce qu'ils appellent le moment hamiltonien. Et puis, ils recherchent effectivement aussi, puisque l'autre modèle, c'est l'Allemagne fédérale, c'est-à-dire le moment bismarckien, c'est-à-dire la guerre pour accomplir l'Europe fédérale. Donc, on a besoin de cette crise de la dette et de cette fuite en avant vers la guerre pour accomplir ce projet d'Europe fédérale. Emmanuel Macron étant désigné par les euromondialistes, si on veut, comme celui, Klaus Schwab l'avait dit, comme celui qui doit nous mener dans le monde d'après. Et il avait reçu en 2018 pour se faire le prix Charlemagne. Donc en fait, Emmanuel Macron est considéré par les groupes mondialistes, par la finance mondialiste, parfaitement incarnée par David de Rothschild, Larry Fink, Monsieur Schwab, etc., comme celui qui doit nous mener dans le monde d'après, avec le moment hamiltonien, c'est-à-dire la crise de la dette, plus le moment bismarckien, c'est-à-dire la guerre. Hein. On règle ces deux problèmes ensemble et on crée l'Europe fédérale et Emmanuel Macron deviendra le président de l'Europe. Ça, c'est ce qu'ils veulent, c'est leur agenda. L'empereur Et européen. entre-temps, il y a des péripéties qui sont relativement anecdotiques et qui permettent d'agiter le marigot politique. Hein, c'est la fameuse grenade dégoupillée qui permet à chacun de se pousser du col, de se sentir important, de remettre une pièce dans l'illusion électorale. Et donc voilà, donc là on est sur le moment le corps nu, et puis il y aura sans doute une nouvelle dissolution, etc., qui sera sans doute perdue, etc. Et puis ensuite il y aura sans doute une cohabitation pour 1 an, et puis la crise aidant pourrait peut-être déclencher l'article 16 à un moment donné, qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, et à ce moment-là la démocratie sera suspendue. Je rappelle d'ailleurs que M. Zelensky en Ukraine n'est officiellement plus président, mais que l'état de guerre lui permet de rester président de facto. On peut aussi aller vers ce genre de choses. D'ailleurs, le Canard enchaîné l'a révélé il y a quelques semaines en expliquant que les hôpitaux se préparaient à accueillir des blessés de guerre, etc. Donc on voit bien
qu'on prépare en fait l'opinion publique. Emmanuel Macron, dans un discours aux jeunes macronistes, a bien dit que de toute façon, il était déjà sur 2027 et 2032. Donc cet homme n'a pas du tout l'intention de partir. Donc et en vérité, alors, ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup d'interlocuteurs à l'étranger disent mais enfin Emmanuel Macron partira en 2027 puisqu'il peut pas se représenter. Et on a cette idée-là qui est répandue dans la classe politique et qui est une idée qui permet d'enterrer le problème. Mais il suffit de voir les déclarations revendiquées, je veux dire, des uns et des autres, pour comprendre que Emmanuel Macron n'a pas du tout l'intention de partir en 2027. Cet homme n'a pas du tout de fibre démocratique. C'est-à-dire, à la limite, François Hollande avait cette fibre démocratique. C'est-à-dire, je ne me représente pas pour sauver le régime, parce que c'était un homme de la troisième. En vérité, c'était le président du Conseil général de Corrèze qu'on avait placé à l'Élysée. Et en fait, il avait quand même cette fibre démocratique. Emmanuel Macron n'est pas du tout, même dans son vocabulaire, Jean-Dominique Merchet, qui est journaliste à l'Opinion et qui est un peu le porte-parole des réseaux maçons de l'armée et du renseignement, l'avait noté. C'est-à-dire que le champ lexical d'Emmanuel Macron n'est pas du tout le champ lexical républicain classique. Quand il avait parlé d'enfourcher le tigre, puisqu'il a un problème de vocabulaire, mais il parlait bien de chevaucher le tigre. En fait, il emprunte un vocabulaire à Julius Evola, qui est un théoricien néofasciste italien. Donc en fait, Emmanuel Macron n'est pas du tout, même si sa politique finalement est une politique mondialiste d'invasion migratoire et de destruction de la France, ses références et ses logiciels ne sont pas du tout dans le champ républicain, Ratsoc classique auquel on a été habitué avec Jacques Chirac, François Mitterrand et puis François Hollande. Je mets un peu Nicolas Sarkozy de côté, mais voilà, on est et puis on voit bien qu'on n'est pas du tout sur un homme politique classique. D'ailleurs, Sarkozy en rit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a aucune connaissance du jeu politique classique quand il va rencontrer Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron dit ou fait semblant de croire que François Bayrou peut être maintenu. En tout cas, on voit bien que le mode opératoire et l'action d'Emmanuel Macron ne peut pas du tout être analysée selon les critères politiques et les règles du jeu politique telles qu'elles ont prévalu jusqu'en, je dirais, 2016, puisqu'en fait le point de bascule, c'est de 2016-2017. En fait, un coup d'État qu'on appelle l'affaire Fillon. Alors, c'est pas compliqué. Quand vous faites un coup d'État, notamment la CIA, par exemple, quand vous êtes en Ukraine, vous vous appuyez sur la population locale, qui est une population hétérosexuelle et patriote, si vous voulez. Donc, vous appuyez sur des forces d'extrême droite. Quand vous faites un coup d'État en France, vous appuyez sur les réseaux pédophiles de la haute fonction publique et les boomers et le tout Paris gay. Voilà, donc vous appuyez sur ce qui est préexistant. Et il faut bien comprendre que l'élection d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, a été un coup d'État au moins médiatico-judiciaire, comme je le démontre dans Devenir Brigitte. Et il faut toujours revenir au coup d'État de 2017 pour analyser la situation actuelle et ne pas et l'erreur, vraiment l'erreur, c'est d'analyser la situation comme si on était un peu en crise, y compris en crise de régime, mais en vérité, on est sur un changement d'air avec une guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Il y a une guerre mondiale en cours qui ne dit pas son nom, en basse intensité, et Emmanuel Macron est un leader. C'est Schwab le dit, c'est celui qui nous mène vers le monde d'après. Donc, ne pas faire l'économie de l'opposition à Emmanuel Macron, même si il est très tentant de trouver d'autres chats à fouetter. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le débat public aujourd'hui en France. Le débat public aujourd'hui en France se résume entre ceux pour qui les Russes sont responsables de tout et ceux pour qui
les Arabes et la France insoumise sont responsables de tout. Mais dans ce champ médiatique, on remarque que Emmanuel Macron n'est jamais responsable de rien. Non. Voilà. C'est ça, il est responsable de rien. Juste peut-être pour l'anecdote, quand on dit le cornu, c'est le chouchou de Brigitte, qu'est-ce qu'on entend par là, ou qu'est-ce qu'on veut entendre par là? Mais je pense qu'elle reconnaît en lui quelque chose d'Emmanuel Macron, qui est le et en même temps. Mmh. C'est-à-dire que on l'a vu avec le nucléaire et Fessenheim, par exemple. Hein. Bon, ça c'est clair. Oui, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire cette capacité, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'exercice du pouvoir que j'appelle le petit théâtre de Brigitte, c'est pas de s'adresser aux masses. C'est pas ça du tout l'objectif. Enfin, de maintenir les masses, si on veut, dans un état de sidération et de tension, de gouvernance par le chaos certainement. Mais en fait, ce qui est intéressant dans l'exercice du pouvoir par les Macron, donc par Brigitte, c'est en vérité de détecter des individus qui, sur des 1 à 1, vont être capables de séduire leur interlocuteur. Si vous voulez, le cornu, c'est ça. Si vous voulez, il peut rencontrer un responsable d'extrême droite, un responsable de gauche républicaine, etc. Et il est capable d'être, alors c'est pas une séduction comme Emmanuel Macron, mais disons d'emporter une adhésion temporaire et l'interlocuteur ressort conquis. Si vous voulez, Emmanuel Macron, c'est quand même un client sérieux. Il faut dire que on va prendre des durs à cuire, hein, comme disent les Américains. Faut se rappeler que Vladimir Poutine est très flatté quand il est reçu, puisque le premier chef d'État reçu en France à Versailles en 2017, c'est Vladimir Poutine en 2017 au château de Versailles. Et là, Vladimir Poutine, qui sort d'une période de relations exécrables avec François Hollande, se dit mais c'est incroyable. Moi, à cette époque-là, je discute avec Et son entourage aussi, hein, Xavier. Son entourage, tout le monde dit c'est une réussite, alors qu'il est odieux, en fait, à certains moments, mais tout le monde est comme hypnotisé par Macron. Et Poutine revient en 2019, à l'été 2019, à Brégançon, avec la fameuse scène du préfet. À cette époque-là, je rencontre un responsable iranien qui me dit bon bah j'ai été à l'Élysée, j'ai rencontré Macron. J'ai entendu tout ce que je rêvais d'entendre depuis des décennies de la bouche d'un dirigeant occidental, en oubliant même que Macron était l'homme qui avait vendu Alstom à General Electric et que la cause profonde de la vente d'Alstom à General Electric à la suite de poursuites du DOJ, comme l'avait rappelé Alain Juillet dans un documentaire excellent qui était passé sur LCP et qui avait été primé, comme l'avait rappelé Alain Juillet, pourquoi avait-on été obligé de vendre Alstom à General Electric? Pourquoi toute cette pression par l'intermédiaire du DOJ? Parce qu'Alstom collaborait ou aurait pu collaborer avec les Iraniens sur des projets nucléaires à Ispahan. Et d'ailleurs, dès qu'Emmanuel Macron était arrivé à l'Élysée, il avait installé dans la salle des fêtes où étaient organisées les conférences de presse une tapisserie représentant le triomphe de Mardochée, qui est l'épisode de l'Ancien Testament qui raconte la victoire et le massacre des Perses par la ruse et par les jeux de cour. Donc ça m'avait vraiment surpris à ce moment-là d'entendre un responsable iranien me dire Emmanuel Macron est formidable. De la même façon que Vladimir Poutine était extrêmement flatté d'être reçu à Versailles, de la même façon que Donald Trump a été extrêmement flatté d'être reçu à Paris avec ce déjeuner en haut de la Tour Eiffel. Absolument. On comprend la psychologie. C'est ça, vous voyez, c'est ça qui est important. C'est cette compréhension fine de la psychologie de l'interlocuteur du jour. Donc, et puis ensuite, le défilé militaire. Et Trump était revenu complètement emballé et avait importé l'idée du défilé militaire du 14 juillet aux États-Unis. Donc c'est vraiment central de comprendre ça. Et bien Sébastien Lecornu, c'est exactement ça, c'est-à-dire d'être capable sur une rencontre en 1 à 1
de jouer toutes les cordes sensibles de la psychologie d'un individu. Et c'est en fait ce type de personnalités qui sont recherchées aujourd'hui par ceux qui gouvernent la France, et en particulier par Brigitte, qui est pas du tout une potiche, hein, je l'ai expliqué dans une autre émission, qui est en fait un personnage historique. Alors ça n'a pas été compris par le public, mais un personnage historique, c'est pas quelque chose de positif ou de négatif, c'est quelque chose en soi. C'est-à-dire qu'il y a un rôle historique à un endroit, à une époque précise. Donc, sur la France, sur l'époque, je dirais, il y a l'ascension de Macron, avec déjà la commission Attali en 2007, donc je dirais de sa sortie de l'ENA jusqu'à aujourd'hui, donc sur 20 ans, sur 2005 à aujourd'hui, c'est un personnage historique. C'est un couple qui a conquis Paris, qui a été promu, qui a été placé, et il faut bien comprendre. En fait, il faut vraiment comprendre l'adversaire et surtout pas le sous-estimer si on veut avoir ne serait-ce qu'une seule chance de victoire. Mais l'erreur, c'est déjà de dire bon, tout ça, c'est des conneries. Finalement, Macron, il est nul parce qu'il a raté Normal Sup. Finalement, il sera parti en 2027. Donc, on s'en fout. Non. Si on part là-dessus, on est sûr de perdre. Hein, c'est pour ça, bien maîtriser les concepts de moment hamiltonien, de moment bismarckien, parce que c'est ça qu'il y a dans le cerveau de Macron. C'est la fédéralisation par la dette, la fédéralisation par la guerre, la direction d'une Europe fédérale. C'est quelqu'un qui a un projet, et il n'est pas seul à avoir ce projet. Il a des puissances financières. D'ailleurs, Bayrou l'avait dit en 2016, des puissances financières qui ont tout misé sur cet individu. Hein, et c'est des puissances financières sans commune mesure. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut à la fois bien maîtriser, regarder la situation dans son ensemble, comprendre où on en est, pas se laisser happer par le bruit et le tam-tam médiatique et l'agitation, etc. Et prendre conscience du péril et de la situation catastrophique malgré tout dans laquelle on se trouve en France. Donc en tout cas, c'est tout à fait éclairant cette description qu'on peut avoir de Sébastien Lecornu et du pourquoi, en effet, au banc d'essai de ceux qui peuvent jouer un rôle, il y a justement cet individu selon Brigitte Macron. Mais alors, cette qualité de séduction, est-ce qu'elle peut lui permettre quand même, et puis après on passera en effet peut-être à l'international, est-ce qu'elle pourrait quand même lui permettre de durer un peu plus? On a l'impression en effet que les uns les autres, on l'a vu même Tondelier qui disait c'est quand même beaucoup mieux avec Lecornu qu'avec Bayrou. Donc on sent que cette capacité qu'elle n'avait absolument pas François Bayrou justement, de séduction en 1 à 1. Donc est-ce que ça pourrait l'aider à durer plus longtemps, ou de toute façon la pesanteur politique, le fait que les Français n'attendent rien de lui dans les sondages, fait que de toute façon il est voué à très courte échéance à être censuré? Ce que je viens de dire n'empêche, c'est-à-dire que c'est comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est rien qu'il n'est rien. Faut se rappeler de cette phrase de Baudelaire qui est la maxime du film Usual le Suspect, qui est la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Hein, c'est pas parce que l'individu est en apparence insignifiant qu'il n'est rien. C'est-à-dire, on voit bien dans tous les titres sur le macronisme, le mot néant revient, c'était le titre des journalistes, mais le néant ne veut pas dire que c'est pas le diable. C'est-à-dire, la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Le rôle de Lecornu, c'est de préparer l'alternance avec le RN et notamment Jordan Bardella à Matignon. C'est ça son rôle, puisqu'il est, comme je dis, il est complètement réversible, c'est-à-dire que il est voilà, c'est-à-dire qu'il fait la jonction entre la gauche laïque et républicaine, qu'on appelait avant la gauche laïque et républicaine, mais je signale qu'aujourd'hui la gauche laïque et républicaine, soi-disant, elle est sur CNews. Je veux dire, où est aujourd'hui Julien Drey? J'écoutais l'autre fois Madame Françoise Laborde, qui présentait pendant des années le JT à la télévision publique, qui vient de la gauche,
qui vient d'une obédience maçonnique liée au Grand Orient et qui est plutôt connue pour regrouper ce qu'on appelle les libertins du Grand Orient, qui s'appelle le droit humain. On a toujours dit qu'au droit humain, les planches se faisaient de 5 à 7. Oui. Et aujourd'hui, Françoise Laborde, qui est identifiée très à gauche, comme Monsieur Julien Drey, sont aujourd'hui sur CNews. Donc en fait, si vous prenez un individu comme Sébastien Lecornu, qui est capable de faire également le lien avec les réseaux homosexuels du RN, et la gauche laïque et républicaine ayant rejoint un agenda néoconservateur et otanien, si vous voulez, vous avez l'Union nationale. Et le travail de Lecornu, parce que c'est une personnalité qui a ces propriétés-là, c'est de construire l'Union nationale, pour emmener la France vers la guerre et assurer le destin d'Emmanuel Macron. Et c'est en ça que c'est le chouchou de Brigitte. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit, bon, Lecornu, tiens, ça a l'air de rien. Mais non, c'est pas rien. C'est parce que en négociation, comment ménager la chèvre et le chou, donner les prébendes, les machins, etc. Vous voyez, c'est une vraie personnalité de réseau, quoi. C'est pas un personnage, complètement inintéressant. En tout cas, ce serait une erreur de penser que c'est inintéressant. C'est inintéressant en apparence. Voilà. Oui, tout à fait. Très bien. C'est un charmeur de vieux. Tous ces réseaux, comment il a tissé ces réseaux. Dans l'heure, on retrouve effectivement là, pour le coup, Jean-Pierre Jouyet, qui également avait été séduit par Emmanuel Macron. Oui, on est sur ces personnalités-là, de jeunes vieux, charmeurs de vieux. Vous voyez, c'est des personnalités, c'est liquide, quoi. C'est un peu visqueux, c'est sucré. C'est comme on disait à l'époque, Macron, c'est comme le macaron, c'est mou à l'extérieur et sucré à l'intérieur, quoi. Vous voyez, c'est ça, c'est le macaron, quoi. Tout en étant en effet Lecornu présenté comme, même si on dit il est quand même très discret sur sa vie privée, il est présenté comme bon père de famille, bon chrétien, bon catholique, hostile au mariage pour tous. Oui, il est tout à la fois. Ouais. Il est tout à la fois. Il est tout à la fois. Mais en plus, il n'est pas hostile au mariage pour tous, parce que quand on regarde bien la déclaration, c'est je suis aussi hostile au mariage pour tous que je suis à l'homophobie. Enfin, vous voyez, c'est toujours des formules macronistes qui sont réversibles, autoréversibles, qui peuvent être compris dans un sens et dans l'autre, etc. C'est pas du mensonge caractérisé, c'est chacun y entendra ce qu'il veut y entendre. Exactement. Exactement, c'est ça. On n'est pas sur des personnalités, pour faire une transition, on n'est pas sur des personnalités du type Hoplite à la Charlie Kirk. Vous voyez, quand vous voyez Charlie Kirk, voilà. Vous voyez quelqu'un de droit, vous voyez quelqu'un de carré, vous voyez quelqu'un qui faisait 1m95. Ouais, on voyait grand gars. Il y a quand même vraiment aussi se fier à l'instinct physique. Tout est fait pour qu'on regarde jamais le physique. Oh non, faudrait pas attaquer sur le physique, etc. Mais enfin, il y a quand même des physiques qui disent quelque chose. Et Charlie Kirk, justement, alors pour parler donc de Charlie Kirk, qui était le président de Turning Point et qui était en fait le responsable, on dirait des jeunes avec Trump, en fait, de la jeunesse trumpiste. Hein, eh bien, il avait construit sa notoriété en allant précisément sur les campus américains débattre avec des foules parfois hostiles. Hein, et le concept, c'était prouvez-moi que j'ai tort. C'est-à-dire que lui, là, c'est pas du 1 contre 1, c'est du 1 parfois contre 3000 sur scène, et prouvez-moi que j'ai tort, et en étant dans l'argumentation, dans l'honnêteté et dans une très grande droiture. Vous voyez, là, on est vraiment sur une autre anthropologie. Et son assassinat est révélateur en fait d'une sorte de révolution qui se passe aux États-Unis, puisqu'effectivement on voit que sont exhumés en fait des propos récents de Charlie Kirk, et comme beaucoup d'Américains évangélistes, en fait Charlie Kirk était il y a encore 2 ans
était intégralement sioniste. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas une question. Il faut comprendre que dans le champ politique américain, l'adhésion au sionisme et à Israël était une évidence. Et en fait, ça a basculé ces derniers mois, je dirais à partir du moment où, un premier tournant, quand Netanyahou a essayé et Israël ont essayé d'emmener, et les milliers juifs américains, d'emmener Donald Trump dans une guerre contre l'Iran. Et Donald Trump a fait du Trump, c'est-à-dire qu'il a ménagé les chèvres et le chou, mais le résultat factuel, c'est que les États-Unis ne sont pas rentrés en guerre contre l'Iran, hein, alors que cette tentative d'embrasement intervenait au moment où des négociations étaient engagées entre Américains et Iraniens. Ensuite, à la faveur de l'affaire Epstein, c'est-à-dire que tout au long de l'été, il y a eu une pression qui s'est exercée du mouvement MAGA sur Donald Trump pour que des informations soient données sur l'affaire Epstein, avec effectivement la mise en lumière, effectivement que Jeffrey Epstein a agi pour ce qu'on appelle en fait le méga groupe. D'ailleurs, on reviendra là-dessus puisque Charlie Kirk, à la fin de sa vie, dénonçait ce qu'on appelait aux États-Unis, ce qu'on appelle la Jewish philanthropy, c'est-à-dire la philanthropie juive, qui est un truc qui est assez étranger comme concept en France, puisqu'en France, tout ce qui est dons, etc., est caché, alors que aux États-Unis, c'est public et vous avez des sites internet qui référencent les dons. Et en fait, c'est institutionnalisé, si vous voulez, aux États-Unis. Quand vous êtes juif et que vous donnez pour des causes juives, ça s'appelle la Jewish philanthropy. Et le cœur de l'affaire Epstein, c'est comment les sous de la Jewish philanthropy, donc qui passe par ce qu'on appelle les appels unifiés juifs, c'est-à-dire les levées de fonds internes à la communauté juive qui répondent à l'appel de ce qu'on appelle la tzedaka, hein, c'est ce que vous voyez dans le métro à Paris tous les ans, l'appel à la tzedaka, etc. Donc ça, c'est pour le tout venant. Et puis après, vous avez des cercles avec des plus gros donateurs, comme en France, le cercle Abravanel. Et en fait, ce sont ces sous de la philanthropie juive qui ont été détournés par ce qu'on a appelé le méga groupe, qui avait été mis en place par Leslie Wexner et Charles Bronfman, qui était président du Congrès juif mondial, pour en fait détourner les sous de la philanthropie juive et financer l'opération menée par Jeffrey Epstein avec l'appui du Mossad. C'est ça l'affaire Epstein, pour obtenir un contrôle sur l'Occident en faisant chanter les responsables universitaires, économiques, du secteur financier et de la politique et du secteur culturel, de tous les secteurs. C'est ça l'affaire Epstein. Et Charlie Kirk commençait à aller sur Jeffrey Epstein, le Mossad, commençait à dénoncer la Jewish philanthropy qui était derrière la promotion du wokisme. Parce que on peut dénoncer le wokisme, on peut dénoncer le LGBT, mais qui finance? Qui a financé ça? Qui a promu ça pendant des années? On parlait de Julien Drey aujourd'hui sur CNews, mais c'est quand même Julien Drey qui a créé SOS Racisme avec Monsieur Mitterrand pour interdire toute critique de l'immigration en France pendant 30 ans. Non seulement interdire, mais pénaliser toute critique de l'immigration. Et en fait, c'est ça que Charlie Kirk était en train de commencer à dénoncer, et dénoncer aussi donc la mainmise sur sur le côté culturel, c'est-à-dire Hollywood, et aussi sur le 7 octobre, Charlie Kirk commençait à pointer, je dirais, les incohérences du narratif et de poser la question de savoir si Netanyahou n'avait pas au moins laissé faire pour résoudre une situation de politique interne qui, à ce moment-là, était inextricable pour lui et pour créer un embrasement régional. Donc, tout ce contexte-là, donc Charlie Kirk est pas unique, il est symptomatique. On voit la même chose chez Tucker Carlson, on voit la même chose chez Candace Owens. Prenez les déclarations des uns et des autres il y a encore 2 ou 3 ans, tout le monde était sur une ligne sioniste. Or, on voit cet été, par exemple, que Ted Cruz a été interviewé chez Tucker Carlson et a été, comment dirais-je, sommé
d'expliquer publiquement, ce qui était inenvisageable il y a encore 5 ans, que le soutien à Israël n'était pas inscrit dans la Bible. Alors, ce qui nous paraît une évidence, mais pour les Américains, le soutien à Israël, c'est pas inscrit dans la Bible, c'est la découverte que le Père Noël n'existe pas. Donc, c'est ce bouleversement-là. Et Charlie Kirk était une figure de proue. C'est-à-dire que d'abord, il est une incarnation de la jeunesse. C'est quelqu'un qui drainait énormément de monde et surtout quelqu'un qui était une passerelle entre Donald Trump et les influenceurs MAGA. Je vais donner un exemple simple, puisque Candace Owens on a parlé hier, donc je peux le dire. En fait, quand Emmanuel Macron est venu à la Maison Blanche en février pour rendre visite à Donald Trump et a demandé à Donald Trump d'arrêter de médiatiser Becoming Brigitte, hein, et qu'à ce moment-là, des pressions ont été exercées sur Candace Owens en lui expliquant, écoutez, Macron est venu à la Maison Blanche, il s'opposera pas aux négociations, il n'interviendra pas dans les négociations autour de la paix en Ukraine, étant entendu qu'Emmanuel Macron parle au nom de l'Union européenne. C'est pas Emmanuel Macron en tant qu'individu, quoi. C'est la France et l'Union européenne n'interviendra pas dans les négociations sur l'Ukraine si vous arrêtez de parler de Brigitte. Ce qui pouvait paraître étonnant. Et en fait, un des intermédiaires dans ces négociations, puisqu'en fait c'est une négociation qui s'est passée en 3 étapes, hein, entre la Maison Blanche et Candace Owens. Le premier, donc jusqu'à ce que Donald Trump appelle directement Candace Owens, mais le premier intermédiaire avait été effectivement Charlie Kirk. Donc c'était quelqu'un qui était très important, si vous voulez. C'est quelqu'un qui, à la fois, est le chef des jeunes avec Trump, qui en même temps est capable de retourner des amphis entiers. Hein, c'est très rare, ces hommes politiques qui sont des battleurs, qui sont capables d'aller sur scène, se confronter au public et de retourner des assemblées a priori hostiles. Et c'est quelqu'un, donc c'est vraiment un personnage central. Donc c'est la jeunesse, c'est le relais vers les autres influenceurs, et c'est aussi quelqu'un qui était en train d'opérer un virage non seulement sur le sionisme Israël, mais plus largement sur la question juive, c'est-à-dire à désigner les coupables, en vérité, du wokisme et du racisme anti-blanc qui s'est développé ces dernières années dans les sociétés occidentales, hein, se laisser faire, etc. Et aujourd'hui, aux États-Unis, disons, le grand public américain se pose énormément de questions sur les larmes de crocodile de Benjamin Netanyahou à la suite du décès de Charlie Kirk, puisque Benjamin Netanyahou a été le premier à réagir à son décès, est venu sur tous les plateaux télé expliquer que c'était une voix d'Israël qui disparaissait en le comparant à son frère qui était mort en martyr pour Israël, etc. Et là, tous les Américains disent non mais attendez, ça colle pas. Parce que toutes les dernières déclarations de Charlie Kirk et des déclarations qu'il avait faites en privé en disant je suis en train de me retourner sur la question du sionisme et d'Israël, je suis en train de virer ma cutie, et il disait en privé craindre pour sa vie. Donc en fait, on voit là, d'ailleurs cet événement intervient au même moment où les États-Unis sont encore mis en porte-à-faux par Israël sur la question du Proche-Orient, oui, avec le bombardement au Qatar, puisqu'il faut se rappeler oui, que il y a la plus grosse base du Moyen-Orient américaine au Moyen-Orient se trouve au Qatar, que le Qatar est justement un point d'équilibre entre l'Iran, les autres puissances sunnites et Israël, que tout ça vient faire capoter ce qui restait des accords d'Abraham, et que en fait la politique du pire de Benjamin Netanyahou, qui comme Emmanuel Macron est sur une fuite en avant et un agenda de chaos et de troisième guerre mondiale, est en train de mettre gravement en porte-à-faux les États-Unis, qui eux et l'administration Trump, qui elle veut construire une sorte de nouveau Yalta, hein, c'est-à-dire une nouvelle architecture de sécurité au niveau mondial, un nouveau Yalta avec les Russes et les Chinois, avec des zones d'influence. Et à chaque fois,
on a ces deux individus, donc Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou, qui arrivent pour mettre de l'huile sur le feu et empêcher par tous les moyens que ce nouveau Yalta, entre guillemets, se produise. Mais on en voit déjà les prémices, c'est-à-dire que c'est la rencontre en Alaska, Poutine, Trump, et le sommet de Shanghai, Trump, Poutine, Xi Jinping, voilà. Donc en fait, on a, elle est là, c'est ça la ligne de fracture. C'est est-ce qu'on va vers ce nouveau Yalta ou est-ce que ceux qui veulent le chaos pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir vont réussir leur opération et leur manipulation. Et ce qui est très intéressant et ce qui est très porteur, c'est que le public américain n'est plus du tout dupe. C'est-à-dire que à la faveur de la tentative d'entraîner les États-Unis dans la guerre contre l'Iran au début de l'été et à la faveur de l'affaire Epstein, il y a une sorte de réveil énorme aux États-Unis, moi que j'ai senti quand j'y suis allé dans le cadre de Devenir Brigitte. C'est vraiment une révolution et un bouleversement dans les consciences par rapport à tout ce qui est relatif au sionisme et à Israël et à leur rôle, je dirais, néfaste dans non seulement dans la politique étrangère américaine, mais aussi ce double discours qu'on voit. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit Bernard-Henri Lévy à la télé, on est toujours sidéré par ce double discours qui consiste à défendre l'extrême droite en Israël tout en promouvant la gauche en France. C'est Barès à Jérusalem, Jaurès à Paris. Et bien, les États-Unis ont une sorte de prise de conscience collective sur cette question-là, qui aujourd'hui est en train de se cristalliser sur l'assassinat de Charlie Kirk. Ah oui. Voilà. Réellement, il y a cette cristallisation, on peut l'imaginer. Moi, je suis prêt à l'entendre. Le message actuellement, c'est de dire Charlie Kirk a été assassiné par un gauchiste qui est le pro-LGBT. Non, vous avez deux niveaux. Vous avez eu d'abord, en fait, c'est ça qui est dans la communication de Trump. Il y a toujours cette façon de ménager la chèvre et le chou, mais surtout les gros influenceurs et qui sont pas des gens étrangers à Charlie Kirk. Si vous voulez, c'est des gens qui ont été, par exemple, vous renseignez-vous sur Candace Owens. Ça a été, c'est pas seulement une compagnon de route, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait ensemble. Et si vous voulez, tous ceux qui ont milité avec Charlie Kirk, parce que Charlie Kirk est jeune, en fait, c'est oui. Si vous voulez, Donald, c'est l'inverse de Macron d'ailleurs. Trump, c'est le boomer qui cache la forêt. Et en fait, derrière la forêt, c'est une forêt de trentenaires, pères de famille. Et en fait, vous avez la promotion d'une génération de trentenaires, quarantenaires, pères de famille. C'est ça qu'il y a derrière Trump. Macron, c'est le jeune qui cache la forêt de vieux boomers, le cornu. Il a séduit. Il a tous séduit, ouais. Voilà. Et en fait, qui sont des relais, comme je l'ai raconté sur l'épisode de Brigitte, on voit bien que peut y avoir des dissensions, mais peut aussi y avoir des interactions. Et tout cet écosystème-là, aujourd'hui, pousse pour une véritable enquête du FBI et qu'on ne propose pas une enquête bâclée avec un tireur du type un trans ou un parce qu'au début on a arrêté quelqu'un, puis voilà. Mais moi, ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui la masse américaine, regardez les réseaux sociaux aux États-Unis, regardez les influenceurs MAGA, genre la masse aujourd'hui est sur cette suspicion d'un assassinat commandité par Israël et qui n'est pas une simple suspicion. Il y a quand même l'attitude de Netanyahou dans cette séquence qui est plus que suspect, qui est vraiment beaucoup plus que suspect. Pourquoi ? Parce que tout de suite, il tresse des lauriers, c'est ça cette surintervention autour de cet événement qui, bon, a priori, est quand même un événement relatif à de la politique intérieure américaine. Or, il faut prendre les déclarations, vous prenez les déclarations de Charlie Kirk sur les 6 derniers mois, et il était
nettement, enfin c'est pas très nettement, c'est-à-dire que c'est des propos, en plus là-bas ils ont le premier amendement, mais c'est des propos qui en France lui auraient valu d'être interpellé à la suite d'une plainte du parquet de lutte contre la haine en ligne. Si vous voulez, en fait il est passé de CNews à parquet national de lutte contre la haine en ligne en l'espace de 3 mois. D'ailleurs, les États-Unis ont toujours de l'avance sur nous, et de façon paradoxale. D'ailleurs, ça pourrait être comparé à l'invention du cinéma par les Français, puis le cinéma est parti aux États-Unis, puis est revenu en France, en fait. Il y a ces mouvements d'aller-retour, puisqu'en vérité, il faut bien comprendre que la droite française a toujours été sur ces questions-là plutôt dans un positionnement traditionnel de critique, je dirais, de l'action de certains milieux juifs et du sionisme. C'est les déclarations de Maurras, aux déclarations de Charles de Gaulle à la conférence de presse de novembre 67, jusqu'à la figure de Jean-Marie Le Pen, et puis même la politique équilibrée au Moyen-Orient de Chirac. Donc la droite française avait toujours été en avance par rapport justement à la droite américaine. Or aujourd'hui, on a une inversion des pôles, c'est-à-dire qu'on retrouve une droite française qui pour la première fois se retrouve intégralement alignée sur le narratif sioniste, alors que aux États-Unis, comment dirais-je, cette imbrication qui semblait indestructible est en train de voler littéralement en éclats. Et d'ailleurs, l'élément de langage sur les réseaux sociaux américains, c'est l'assassinat de Charlie Kirk est un turning point. C'est-à-dire que c'est un point de bascule. Et donc on verra ce que donne l'enquête. Encore une fois, Trump et Kash Patel, comme sur l'affaire Epstein, vont être mis sous pression par les MAGA pour faire la lumière sur l'assassinat de Charlie Kirk. Certainement. Et voilà. Et donc c'est vraiment ces choses-là qu'il faut voir. C'est vraiment ces choses-là qu'il faut voir, avec en fait un contexte international qui est en fait un changement d'air et qui est même un changement de siècle. Si vous voulez, tout le monde peut admettre que le XVIIIe siècle a été le siècle français, que le XIXe siècle a été le siècle britannique. Et le XXe siècle, alors les gens nous disent le XXe siècle a été le siècle américain, mais c'est faire fi en fait du communisme qui a occupé quand même, et dans le temps et dans l'espace, au moins la moitié du XXe siècle. Or, que ce soit au niveau du capitalisme financier américain ou que ce soit au niveau du communisme, c'est-à-dire au niveau et à la fois au niveau de l'idéologie et des cadres, ces deux mouvements sont juifs. Ce qui a fait dire en fait à un grand universitaire de Berkeley qui s'appelle Yuri Zeskin, donc de Berkeley en Californie, qui a fait une thèse qui s'appelle le siècle juif. Et sa thèse, c'est que le XXe siècle a été le siècle juif. Le marxisme, capitalisme financier, freudisme, c'est-à-dire tous les mouvements politiques au niveau des cadres et tous les grands mouvements profonds mondiaux étaient de nature juive. C'est sa thèse, mais finalement Louis-Ferdinand Céline a dit la même chose, la philosophe Simone Veil a dit la même chose. Enfin, tout le monde a à peu près dit la même chose. Mais le corollaire de cette affirmation, c'est qu'est-ce que sera le 21e siècle? Et sous-entendu, sera-t-il encore juif ou sera-t-il autre chose? Et on voit bien que en fait, c'est comme un accouchement qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que je parlais de nouveau Yalta, où on voit bien une redéfinition de la mondialisation avec des zones d'influence qui pourraient être partagées entre États-Unis, Russie, Chine, avec des puissances régionales comme l'Iran. C'est tout ce système-là qui est le système des BRICS, hein, et d'une certaine démondialisation. Hein, donc ça, ce serait une sortie en douceur du siècle juif. Et on voit bien que les puissances à l'œuvre qui ont été fortes au XXe siècle, c'est-à-dire qu'en fait Macron n'est jamais que le reliquat de l'ordre mondial en place depuis 1945 et qui ne veut pas disparaître malgré le côté inéluctable de sa disparition. De la même façon, le sionisme est un anachronisme historique. Hein, c'est un mouvement colonial
du XXe siècle transposés en 2025. Et les moyens employés choquent et sont une provocation pour l'humanité entière. Et donc, ça va pas pouvoir durer. Et donc, en fait, la stratégie de ces deux personnages qui incarnent, en fait, l'autre siècle, que sont Emmanuel Macron et Netanyahou, c'est la fuite en avant vers la Troisième Guerre mondiale pour se maintenir et renouveler le bail du XXe siècle. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre l'époque et analyser les événements qui se présentent à nous, qui ont l'air chaotiques, mais qui en fait procèdent d'une même logique historique. Oui. Bon, ben on a fait un tour là, on a fait un tour plus que complet de l'actualité. Autre chose à ajouter sur ces différents points, ou sur le dernier tout du moins? Bah écoutez, je pense que ce que je viens de décrire de façon un peu, enfin tout ça mériterait d'être précisé, mais c'est quand même des vraies références. C'est quand même des vraies références. C'est quand même une vraie grille de lecture. Oui, Les autres grilles de lecture, c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, mais elles sont secondaires. Je pense que la vraie ligne de force est dans ce que je viens de dénoncer. Et puis au niveau plus personne dans mon actualité, donc j'ai le lancement de ma lettre qui va permettre effectivement en fait de me faire une revue de presse d'actualité qui serait une revue de presse d'actualité un peu sur le modèle. Comment on s'abonne à la lettre justement? Alors, faut aller sur xavierpoussard.com et on s'abonne soit par chèque, soit par un système de paiement électronique. Alors c'est pas PayPal parce qu'on avait eu un problème. Et donc voilà. Donc là on est en bouclage ce week-end pour départ lundi avec le premier numéro daté du 15 septembre avec toujours ce qu'on a fait pour ceux qui avaient suivi mon travail depuis une dizaine d'années, et puis ce que j'avais fait avec Emmanuel Ratier, ce qu'a fait Emmanuel Ratier, c'est-à-dire toujours en fait analyser l'actualité sous l'angle des coulisses, de la coulisse, des réseaux de pouvoir, des biographies, puisque c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc on repart là-dessus, et puis en même temps l'affaire Epstein qui n'a pas fini de charrier son lot de révélations aux États-Unis et qui rebondit en fait assez régulièrement là. On est un peu en plus basse intensité en ce moment, mais qui devrait rebondir à la fin du mois et en octobre avec notamment une audition des Clinton. Voilà, donc moi j'ai un projet aussi sur l'affaire Epstein parallèlement avec Candace Owens, et puis toujours l'affaire Brigitte, puisque en fait Epstein et Brigitte sont un peu les deux côtés d'une mâchoire. C'est-à-dire qu'en fait la question c'est pas tellement qui a fait quoi dans Epstein ou est-ce que Brigitte a une bite, quoi. C'est pas ça la question. La question c'est comment sont fabriqués les dirigeants occidentaux. C'est pour ça que l'angle biographique en fait est très intéressant. C'est ce que j'expliquais sur Sébastien Lecornu, sur Emmanuel Macron. Quels sont les agendas cachés? Quelle est la psychologie profonde? Pourquoi ces individus sont promus? Comment ils sont fabriqués? Et moi, mon travail, c'est d'essayer de répondre à ces questions-là en apportant des éléments d'analyse que les macronistes qualifieraient de disruptifs, c'est-à-dire que qu'on n'entend pas forcément ailleurs, et qui je pense sont simplement en avance de quelques mois. Donc voilà, et puis je vous dis, on est vraiment sur le point de bascule là, avec et il faut mettre des événements en relation qui n'ont pas de lien apparent. C'est-à-dire que l'attaque d'Israël au Qatar et l'assassinat de Charlie Kirk, il faut bien comprendre. Alors qu'il soit lié factuellement ou pas, là n'est pas forcément la question. La question est que dans l'esprit du grand public américain, aujourd'hui, ces deux événements sont liés. Et c'est ça qui crée le point de bascule. Vous voyez? Et ça, cette révolution en cours aux États-Unis, alors
il faut vraiment en prendre conscience. D'ailleurs, en France, beaucoup de gens ont découvert Charlie Kirk, comme beaucoup de gens avaient découvert Candace Owens au moment où on a fait devenir Brigitte, etc. Et j'invite les auditeurs à s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis, à le regarder aussi pour un phénomène américain. C'est sûr que c'est pas forcément nos moyens d'expression, c'est pas forcément nous Européens et nous Français ne fonctionnons pas forcément comme ça, mais il faut le regarder pour ce que c'est et comprendre que c'est une vraie révolution qui est en cours aux États-Unis avec des personnages qui ont une énergie qui nous est étrangère. C'est-à-dire que l'énergie de Charlie Kirk, on n'a aucun responsable aujourd'hui à droite qui l'a, de la même façon que j'ai été moi-même surpris de l'énergie de Candace Owens, c'est-à-dire quand on est vraiment dans des périodes où on sent qu'on peut faire basculer l'histoire avec des individus qui sont prêts à s'engager à fond avec une énergie et même pour ce qui est de Charlie Kirk, donc du coup à affronter la mort. Dernière question sur Candace Owens, son actualité, elle relance une saison, je crois. Voilà, alors au niveau du dossier, alors aux États-Unis, alors pour faire très simple, là elle a fait 2 épisodes pour relancer cette saison, et en fait c'est ce qu'on appelle la piste américaine. Pour faire très simple, bon ça c'est pour ceux qui ont vraiment suivi l'affaire Brigitte, c'est-à-dire qu'en fait Brigitte Macron n'est pas née Brigitte Trogneux, d'accord? Donc, en fait, ça, c'est l'histoire qui nous a été racontée. Et en fait, quand elle a raconté sa vie, il y a eu des failles. C'est-à-dire que des fois, elle a donné des éléments qui étaient vrais, mais qu'elle avait attribués donc à sa sœur. Donc, ça a été ce qu'on appelle la piste algérienne. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, Brigitte Macron a fait ses études à Alger, et puis on ne trouve jamais Brigitte Trogneux à Alger. En revanche, on trouve Jean-Michel Trogneux. Or, Brigitte Macron a raconté en 2019, au micro de Marc-Olivier Fogiel, dans une des rares interviews qu'elle a accordées, il y a une interview à elle, et puis cette interview à RTL, au micro de Marc-Olivier Fogiel, qu'elle avait vécu dans sa jeunesse aux États-Unis et qu'elle avait assisté depuis les États-Unis à l'alunissage de 1969. Là, on est dans le factuel. C'est-à-dire qu'il y a Brigitte Macron qui me dit, alors, Brigitte Macron... Juste un instant, je vais quitter l'écran, je vous suis toujours, je reviens immédiatement. Vous pouvez continuer, je vous écoute. Hein. Alors... Voilà. Donc elle dit, j'ai assisté depuis les États-Unis à l'alunissage américain de 1969. Or, Brigitte Trogneux, à cet âge-là, avait 15 ans. Et jusqu'à preuve du contraire, on trouve pas de traces de Brigitte Trogneux aux États-Unis. Et donc les Américains, ayant suivi la série par l'intermédiaire de Candace Owens, se disent, est-ce que ce serait pas la même chose que pour l'Algérie? C'est-à-dire, est-ce que en fait Jean-Michel Trogneux était pas aux États-Unis en 1969, sachant que nous, au niveau français, on a établi qu'on n'avait pas de traces de Jean-Michel Trogneux en France entre 1968 et 1971. Donc c'est ce qu'on appelle la piste américaine. Et là, en fait, les Américains, en tout cas ceux qui suivent l'affaire, font un peu ce qui s'est passé en France en 2022-2023, c'est-à-dire une enquête citoyenne où chacun s'y met pour aller vérifier, recouper, etc. Et puis Candace Owens mène le bal. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'éléments probants à 100%, mais en tout cas, c'est intéressant. Ça permet de maintenir la pression sur l'Élysée, sachant qu'on a un agenda judiciaire sur cette affaire qui va s'étaler tout le long de l'année, puisque moi j'ai déjà une première garde à vue mercredi prochain, le 17, qui devait avoir lieu le 11 et qui a été décalé au 17. Il y a des premières échéances dans la procédure américaine contre Candace Owens qui vont arriver en septembre. En octobre, il y a le procès du cyberharcèlement et le tout alors que les Macron vont en cassation contre eux, après la relaxe en appel de Natacha Ray et Amandine Roy. Donc en fait, on a un dossier qui aujourd'hui est sur un rythme de croisière. Je dirais que le dossier est installé dans l'actu avec des rebonds déjà planifiés tout au long de l'année et puis d'autres rebonds qui pourraient survenir à la faveur d'épisodes type gifle d'Hanoï, gaffe ou
voilà. Donc voilà au niveau de l'agenda. Donc les grosses lignes, c'est Epstein, Brigitte de mon côté, et puis la lettre pour continuer à faire ce travail de fond sur les élites françaises et avoir un décryptage, je dirais, inédit de l'actualité, et en essayant toujours d'avoir ce côté prospectif. Parce que en fait, c'est ça qui est important, comme on est dans une période d'incertitude, de grande incertitude. En fait, ce qui fait la plus-value d'un travail journalistique, c'est la hiérarchisation de l'information qui permet précisément d'établir une perspective et de faire de la prospective et d'essayer justement de ne pas se tromper, ou du moins d'essayer moi ce que je dis toujours, j'essaie simplement de raconter moins de conneries que les autres, quoi. C'est un tout petit objectif, mais bon, des fois on a des petites satisfactions, voilà. Évidemment. On me signale une demande. On sait l'importance sur l'affaire Brigitte qui a pu avoir, que vous avez eu et qui a eu Candace Owen. À quand un jour un clin d'œil coccinelle pour Campagnol TV? La question du jour. Avec la fameuse coccinelle. Ça s'envisage. Alors en fait, on pourrait faire des tas de clins d'œil, etc. Le problème, c'est que là, bon, quand même en juillet, août, on est quand même passé dans une phase de contre-attaque des Macron, en fait. Donc en fait, on est quand même passé dans une phase de réponse, et à vrai dire, on passe énormément de temps avec les avocats. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ils nous font perdre du temps aussi, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Enfin, c'est une bonne guerre comme on dit, sauf que nous on mène une guerre, je dirais entre guillemets loyale, c'est-à-dire dans le champ médiatique classique. Moi, niveau presse écrite, et Candace Owens niveau audiovisuel, et nous faisons qu'un travail de journaliste qui consiste à rapporter l'information. Ça devrait être le travail de tout journaliste, rapporter l'information. Et eux ont des moyens qui sont déloyaux et qui relèvent essentiellement de l'abus de pouvoir. Donc effectivement, les clins d'œil à tous les protagonistes de l'affaire, puisqu'il y a effectivement, voilà, par exemple, on me reproche de pas assez rendre hommage à Natacha Ray. Je consacre un chapitre entier à Natacha Ray dans le livre. On lui a rendu hommage à chaque étape avec Candace Owens, Zoé Sagan. On lui rend hommage dans le livre, et effectivement tous les autres protagonistes, que ce soit Christian Combas, que ce soit Bertrand Scholler, que j'hésite à remercier aussi publiquement dans un concept, dans une contexte où je suis qualifié d'instigateur d'une campagne de cyberharcèlement mondial. Donc, comme voilà. Le pouvoir me dit, comme l'instigateur, j'ai toujours comment dirais-je, il y a plein de gens que je voudrais remercier, d'ailleurs connus ou pas connus, à rendre hommage, mais donc je suis plutôt dans l'état d'esprit de me dire, tiens, lui, je vais peut-être essayer d'éviter de le mettre trop dans la sauce, quoi. Donc voilà. Mais est-ce que finalement les principaux à jouer là-dessus, alors il y a pendant ce temps-là énormément de coccinelles qui apparaissent sur le chat, est-ce que c'est le pouvoir médiatique lui-même qui tend à effacer ou à bannir de l'information, je dirais, l'ensemble des Français qui ont développé cette affaire. Je lisais dernièrement dans un des grands journaux que l'affaire Brigitte Macron était née aux États-Unis avec Candace Owen. Vous êtes aussi invisibilisés. S'ils le pouvaient, ils invisibiliseraient tous les Français. Non, mais il est évident que là, on est dans une phase où les journalistes veulent pas se mouiller, c'est-à-dire qu'ils se disent déjà d'aborder l'affaire, c'est déjà aller loin. Faut quand même savoir que France Inter, la cellule d'investigation de France Inter est venue me trouver à Milan, et ils ont fait un article. Bon, ils disaient que c'est une fake news, mais bon, ils apportaient rien pour dire que c'est une fake news, et pour cause. Et la journaliste, moi je l'ai reçue à Milan, était fort sympathique. Enfin, vraiment, on a eu un échange complètement cordial, quoi. Elle peut pas être suspect d'avoir des sympathies politiques pour moi, mais mon avis de Georges Cordiac. Et dans son article, elle écrivait que j'étais
chic et décontracté. Et je sais pas ce qui s'est passé au niveau de sa rédaction, mais l'article a été caviardé et ils ont mis un bandeau en haut comme sur les paquets de cigarettes, en noir, comme ça, entre crochets, en écrivant « Attention, la transphobie est passible de tant d'euros d'amende et tant d'années de prison ». C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y avait un papier qui était à peu près honnête sur l'affaire. Ils disaient que c'est une fake news, mais ils expliquaient pas pourquoi. Mais bon, disons que le papier était à peu près honnête. Ils ont été obligés de mettre un bandeau. Attention, la transphobie est passible de tant d'années de prison, etc. Donc on en est là. On en est là. Après, la vérité, c'est que tous les journalistes sont sur les starting blocks. Tout le monde a suivi l'affaire. Et en fait, on parlait du turning point, c'est-à-dire le point de rupture. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement d'arriver à atteindre ce point de rupture, c'est-à-dire de faire péter la digue, quoi. Moi, en fait, c'est toujours ça que j'ai recherché, c'est-à-dire ce moment où la digue peut péter. Là, pour l'instant, la digue, elle a tenu sur la phase Zoé Sagan, elle a tenu sur la phase Candace Owens, elle a même tenu sur l'épisode de la gifle, où là, les journalistes avaient pourtant une occasion de souligner qu'il y avait eu un mensonge manifeste, etc. Alors la digue, en fait, elle a pété ailleurs dans le monde, hein. Mais elle tient encore en France, puisque là, sur l'annonce cet été, en juillet, des poursuites contre Candace Owens, alors que les Macron avaient recruté des cabinets de relations publiques aux États-Unis qui font que l'information a été donnée d'abord au Financial Times, puis l'exclusivité de l'avocat, de l'interview de l'avocat des Macron aux États-Unis a été réservée à Jack Tapper, qui est le journaliste vedette de CNN. Donc en fait, on fait pas tellement plus, hein. Financial Times, CNN aux États-Unis. Là, on pouvait se dire en France, les chaînes d'infos en continu vont passer en édition spéciale avec etc. Sujet comme un autre, c'est-à-dire édition spéciale, les Macron et Brigitte et Emmanuel Macron attaquent Candace Owens aux États-Unis, etc. Et pourquoi pas Laurent Saïm en plateau, qui est expert des États-Unis, Emmanuel Anison, et puis des gens sur des plateaux qui donnent leur avis. Et en fait, ça a été bloqué. Donc là, la digue a tenu, puisqu'il y a eu consigne, qu'on n'en parle pas, parce qu'effectivement, il y a eu un tout petit extrait aux grandes gueules d'RMC où un auditeur en a parlé, où la question a été posée et ça a duré 3 minutes et on voyait que en fait les intervenants connaissaient le dossier par cœur. Mourad Boudjela, là oui, alors c'était Natacha Ray, puis après Xavier Poussard, et puis machin, et puis truc. Enfin, le type il connaissait tout par cœur en fait. Et je pense qu'en fait tout le monde connaît tout par cœur. Et moi c'est pour ça que je vais atteindre ce moment-là où ça devient en fait un sujet et à ce moment-là les Français découvriront qu'en fait ils n'étaient pas tout seuls à regarder leur téléphone portable et à suivre l'affaire de façon un peu honteuse comme un plaisir coupable, mais qu'en vérité dans les rédactions, tout le monde est au fait des moindres développements de l'affaire, donc qui rebondira, ne serait-ce que la semaine prochaine, avec une première échéance aux États-Unis et mon audition par la police politique italienne, donc la Digos, dans le cadre de la procédure de cyberharcèlement. On avait vu l'extrême gêne des rédactions au moment où Macron avait partagé sur ses réseaux sociaux un certain nombre d'images le montrant travesti au travers des pranks en femme lors du sommet sur les avancées informatiques et d'Internet. Et on avait vu la gêne qui était très perceptible chez les journalistes d'être obligés de commenter ce que Macron lui-même énonçait et en riait d'ailleurs de la façon dont il était travesti sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on a ce spectacle et en fait c'est ça qui est d'ailleurs, ça fait partie de ce que j'expliquais à propos du petit théâtre de Brigitte, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une jouissance de montrer au peuple un spectacle qu'il n'a pas le droit de décrire. Et ça fait partie, en fait, du processus de soumission. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez quelque chose, et vous n'avez pas le droit de le décrire. Et socialement, c'est-à-dire à tous les niveaux. Et ça fait partie de ce processus-là, avec effectivement des forces politiques qui sont sommées de ne jamais attaquer Macron. C'est-à-dire c'est comme un jeu, c'est ni oui ni non. C'est-à-dire qu'alors vous avez sur CNews, le problème c'est LFI et les Arabes, et puis sur tous les autres médias, le problème c'est l'extrême droite et les Russes. Et puis vous avez Macron qui trône au milieu de tout ça. Et puis en fait,
c'est Tini, quoi. C'est le Tini de Margaret Thatcher, quoi. There is no alternative. Hein, on est là-dedans. Donc, il n'y a pas d'alternative à Macron avec, effectivement, je vous dis, ces forces financières à la puissance sans commune mesure qui veulent un moment hamiltonien, hein, ça c'est vraiment un concept clé, le moment hamiltonien sur la fédéralisation par la dette, sur le modèle des États-Unis, et la fédéralisation par la guerre sur le modèle allemand à la Bismarck, hein, moment Bismarck, c'est-à-dire la fuite en avant vers la guerre et l'endettement pour accomplir le destin de ce personnage, donc que j'appelle l'emmerdeur, puisqu'il avait dit qu'il fallait emmerder les Français, hein, c'est son but revendiqué. Et donc moi j'invite les gens moi j'invite simplement les gens, avec humour, hein, en faisant des petites plaisanteries, à ne pas hésiter par l'humour, parce qu'en fait ce pouvoir déteste qu'on le tourne en dérision et qu'on ne le prenne pas au sérieux. Donc, par la dérision et par l'humour, j'appelle les Français à emmerder l'emmerdeur. Voilà. Et déjà, c'est déjà pas mal. Chacun à son petit niveau. Et puis ensuite advienne. Et puis bon, ensuite on n'est pas maître de tout. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais c'est vrai qu'en France, la situation est assez compliquée et on voit que, notamment au niveau des États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le niveau français puis il y a le niveau occidental. Hein, on voit qu'au niveau français, on a l'impression d'être vraiment dans l'impasse et qu'au niveau occidental, on a ce facteur américain où là, on est sur le point de bascule et que certainement la situation française dépendra en grande partie de ce qui se passera aux États-Unis. Voilà, donc on peut, c'est là-dessus que je voulais conclure pour refermer cette petite revue d'actualité. Bah écoutez, c'était à la fois drôle, passionnant et brillant, comme toujours, j'ai envie de dire, Xavier. Bravo. Bravo. Et puis vraiment cette lecture très intéressante, en effet, du moment, de ce double moment de la supranationalité par la dette et par la guerre. Ça met entre Bismarck et Hamilton, c'est évidemment extrêmement intéressant. Parfait. Eh ben, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation, beaucoup de courage, et puis une année qui démarre et qui va démarrer en fanfare, en effet, malheureusement pour les auditions et puis pour le reste avec une actualité qui, je pense, ne va pas tarir, bien au contraire, car je ne pense pas que vous êtes du genre à vous en laisser compter, Xavier. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci encore à votre accueil, merci à toute l'équipe de GPTV.